Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cet épisode 100% agricole ce soir. Avec d'abord le coup d'envoi de la campagne 2023-2024 et la tutelle qui annonce une série de mesures au profit des exploitants agricoles, notamment pour les aider à surmonter le poids de l'inflation sur les intrants. De quoi s'agit-il dans le détail et comment la tutelle compte réellement lutter contre l'inflation, cette fois sur les étals des marchés? Réponse avec le secrétaire général du ministère de l'Agriculture qui est avec nous ce soir. Le Maroc aspire à atteindre la sécurité alimentaire, notamment en céréales. Ainsi, la tutelle a annoncé mobiliser quelques 1 million d'hectares de terres agricoles pour la filière céréalière. Comment et quelles sont les régions qui abriteront cette superficie importante, d'autant plus qu'il y a une variable majeure dans cette équation de la sécurité alimentaire, l'eau. Justement, ces millions bénéficieront d'une irrigation de pointe. Que dire des autres millions d'hectares en temps d'urgence hydrique? Quels sont les choix cornéliens à faire pour rompre avec les pratiques passées qui pompent nos ressources en eau? Justement, le plan Génération Green est là pour apporter les réponses à certaines peut-être failles, dysfonctionnements du plan Maroc Vert qui avait coûté, rappelons-le, quelques 43 milliards de dirhams en investissement public. Bien sûr, les subventions sont exclues de cette enveloppe budgétaire. Quid de la réalité sur le terrain et des impacts de ce plan Génération Green? Selon une étude du baromètre arabe, ce nouveau régime, donc Génération Green, n'a pas encore porté ses fruits car les résultats du réseau de recherche, donc baromètre arabe, montrent que l'écart entre les zones rurales et urbaines se poursuit malgré les efforts. La preuve fut révélée malheureusement au grand jour suite au terrible tremblement de terre qui avait frappé le centre du royaume le 8 septembre dernier. Là aussi, le département de l'agriculture a un plan pour les zones reculées, notamment dans nos montagnes. Alors, tous les détails en ce qui concerne cette campagne agricole, le secteur, la révolution du secteur agricole dans notre pays. Pour cela, je reçois ce soir, donc, et je le disais en introduction, le secrétaire général au ministère de l'Agriculture, Ardouane Arrache. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Questions d'Actu. Merci, c'est à moi aussi. Et pour représenter le secteur privé avec nous, le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader, Rachid Ben Ali. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Questions d'Actu. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Et nous avons également avec nous un académicien sur le plateau. Il est professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, le professeur Mohamed Taher Srairi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, bien naturellement, c'est d'actualité. La campagne agricole est lancée, la campagne agricole 2023-2024. Comment s'annonce-t-elle? Donc, positive, hein, selon les dires du ministre. Donc, déjà, on est mieux loti qu'à la même période de l'année dernière, CRH. Merci pour l'invitation. Effectivement, nous abordons le lancement de la campagne, comme chaque année, avec optimisme, à l'image de l'état d'esprit qui règne parmi les agriculteurs. L'agriculteur, de sa nature, il est optimiste, donc il laboure, il met la semence, malgré l'incertitude sur le climat et tout ce qu'on sait sur le secteur, qui est un carrefour d'alliés malgré tout. Alors, en termes d'annonce, sur la question de la pluviométrie, c'est vrai, on est supérieur par rapport à la moyenne des 30 dernières campagnes, mais la comparaison est un peu prématurée en termes de régime pluviométrique parce qu'il faut attendre jusqu'au mois de mars pour être vraiment très objectif, plus crédible par rapport à ce qu'on peut annoncer en termes de climat. Par contre, le timing, il est bon, c'est le mois d'octobre. Il est un peu précoce, c'est bien. C'est précoce, donc, oui. Ça donne un certain espoir aux agriculteurs et on le remarque déjà sur le terrain en termes d'engouement sur la semence, sur les engrais, etc. Et là, vous parlez principalement d'un secteur, notamment les céréales, par exemple, ou toutes filières confondues? Toutes filières confondues. Lorsqu'on parle de la campagne, les lancements, les mesures concernent toutes les filières confondues. Très bien. Alors, il y a eu les prévisions pour la loi de finances, pour le projet de loi de finances 2024, avec quelques 75 millions de quintaux prévus pour cette campagne agricole. Je voudrais juste revenir avec vous sur la campagne précédente.
certainement qui n'a pas été à la hauteur des prévisions très optimistes. Vous parlez d'optimisme des agriculteurs, de l'optimisme du gouvernement qui tablait aussi sur 75 millions. On en est sorti avec combien de millions de quintaux finalement de production céréalière pour 2023 ? La campagne 2022, 21-22, 22-23, nous avons réalisé 55 millions de quintaux. Mais par contre, la question de 75 millions, c'est des hypothèses de calcul. C'est cela. Ils sont nécessaires pour assurer l'équilibre de la loi de finances en termes de recettes, de dépenses, de prévisions de croissance. Dépenses, ça veut dire qu'on va importer plus. Si on a 20 millions, selon ce que vous dites que 55 millions, c'est vraiment le 55 millions, on a 20 millions à importer du coup, pour combler déjà ce déficit. Est-ce que vous pensez que les 75 millions sont réalistes pour les prévisions de l'année prochaine ? Parce que ça coûte au budget de l'État, finalement. Non, je pense qu'il ne faut pas parler de réalisme par rapport à ce chiffre. Ce chiffre, c'est juste un chiffre pour des calculs de la loi de finances. En termes de prévision, c'est une autre histoire. En termes d'importation, c'est une autre histoire. Parce que malgré certaines campagnes, on peut réaliser 70 millions de quintaux et importer. Donc le calcul et la mécanique du calcul des importations, des prévisions, il est un peu différent. Moi, j'aimerais que pour discuter... Mais on ne peut pas être plus précis dans nos prévisions Non, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Honnêtement, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'est-ce qu'on va produire à la fin de la campagne. Très bien. Alors, vous avez parlé d'optimisme. Je me tourne justement vers le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Donc, vous représentez ces agriculteurs. Vous partagez l'optimisme que décrivait justement CRH, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, concernant l'état d'esprit aujourd'hui de l'agriculteur marocain. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, en tant qu'agriculteurs, nous sommes toujours très optimistes. Qu'est-ce qui alimente cet optimisme, Semaïl ? Optimisme, déjà de nature. On est des musulmans, on croit en Dieu et on commence. Bismillah, on commence. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a eu quand même des pluies précoces. On n'a jamais eu des pluies à cette période-là, avec des quantités quand même assez importantes. Donc, ça nous donne, psychiquement, on est bien préparé. On se dit qu'on fait confiance et on démarre. Quelles sont les régions qui se démarquent ? Pas forcément. D'emblée. D'emblée, il y a toujours la même chose. Toujours la début région novembre. nord qui sort du lot. En dehors des régions nord, le reste ça va. Tout le reste est pratiquement la même chose. À part quelques zones où il y a un peu moins, mais le reste c'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire ? Les pluviométries qui tombaient, il n'y a pas une grande différence par rapport aux régions, les régions de production réellement. Donc, il n'y a pas. On a eu le Maroc pratiquement arrosé à 100%. On a eu le maximum. On a eu sur la totalité pratiquement du Maroc, mais spécialement la région du Nord, elle était bien arrosée. Et quand on parle d'arroser, vous parlez d'irrigation, on a les barrages à usage agricole qui retiennent aujourd'hui 3,3 milliards mètres cubes d'eau, ce qui représente un taux de remplissage de 24%. Donc c'est supérieur par rapport à la saison précédente, donc c'est bien aussi pour les surfaces irriguées. Pour les barrages, on est pratiquement à la même situation que l'année dernière. La totalité, on est aux alentours de 4 milliards de mètres cubes des barrages, donc on est pratiquement à la même situation de l'année dernière. Donc ce qui devrait inquiéter pour les surfaces irriguées, peut-être, pour vous ? Sûrement, bien sûr. Ça, il faut on parle de quelle région ? Juste pour rapprocher nos téléspectateurs. Toutes les régions sont concernées, à part la région du Nord, qui sort un peu du lot. À part la région du Nord que vous avez dit. Qui sort un peu du lot. Le reste, pareil, on est tous dans la même situation. Un petit peu l'oriental cette année. L'oriental démarre mieux que l'année dernière en cette période-là. Donc on a un potentiel au niveau de l'oriental. Le reste du Maroc, c'est pareil, on est en situation critique. Au niveau d'eau, de réserve, des barrages, on est en situation critique. On ne peut pas parler qu'on est un bon démarrage, loin de là. On est en situation très critique. Réellement. Mais on reste optimiste. On reste optimiste. On reste optimiste pour l'avenir. Professeur Sraïri, peut-être un commentaire sur cette campagne agricole qui débute. Et bien sûr, on peut être optimiste, mais il faut quand même faire le bilan des 2 années passées. Une année très mauvaise, 2021-2022, 33 millions de quintaux, si mes souvenirs sont bons. Et une année médiocre, celle qui précède, 55 millions de quintaux, chiffre officiel. Je pense qu'effectivement, rappeler la production des céréales, c'est important, parce que ça reste le baromètre des performances du secteur agricole. Et là, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les céréales, c'est exclusivement, ou en grande partie, pluvial. Et le drame, il est un peu là aujourd'hui. On a créé une sorte d'imaginaire collectif où on pense que les performances de l'agriculture, c'est l'irriguer.
Mais en fait, l'agriculture marocaine reste totalement sous l'emprise de la manne céleste, avec un aléa de plus en plus pesant. Après, ça dépend ce que vous appelez par la manne agricole. Hein. Est-ce qu'on parle des produits à l'export? Est-ce qu'on parle de la production vivrière? Tout est lié d'abord aux précipitations. Parce que même quand on parle d'irrigation, même dans les périmètres de grande hydraulique où aujourd'hui on a des problèmes manifestes, puisqu'on voit qu'il y a certains barrages, le service de l'eau est arrêté depuis plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. Je parle des Doukala notamment, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'irrigation. Eh bien, il n'empêche que l'eau de pluie reste le fondement de la production agricole. Et malheureusement, avec le changement climatique, il y a moins de pluie, et donc ça compromet beaucoup de nos ambitions sur le futur proche. Il faut être réaliste. Mais là, pour le coup, vu que vous avez parlé de culture céréalière, il y a eu cette annonce qui a été faite par rapport à ces 1 million d'hectares qui seront dédiés à la culture céréalière. Si vous pouvez nous en dire plus, CRH, effectivement. De quoi s'agit-il exactement? Dans le cadre de notre vision pour assurer la sécurité alimentaire, il y a plusieurs mesures qui sont prises. Parmi ces mesures, dans le secteur des céréales, il y a deux programmes phares. Il y a le programme de 1 million d'hectares de semis directs. C'est un semis, c'est-à-dire on ne travaille pas le sol, on met les semences directement avec des semoirs adaptés, ce qu'on appelle les semoirs de semis directs. Donc notre ambition, c'est d'aller à 1 million d'hectares à l'horizon 2030. L'intérêt de cette technologie est justement de, malgré une faible pluviométrie, on peut réaliser des rendements supérieurs par rapport à une situation de labour conventionnel ou d'agriculture conventionnelle de 30 à 35% de rendement supérieur. Et les sols marocains s'apprêtent bien à cette technologie. Et nous sommes en train de travailler. Nous avons commencé l'année dernière avec 50 ou 60 000 hectares. Cette année, nous avons l'ambition d'atteindre 200 000 hectares. Et chaque année, on va ajouter... C'est un tournant, non? Oui. Parce qu'il faut dire qu'on a un peu abandonné la culture céréalière pour d'autres cultures et maintenant on y revient. Non, on n'a pas abandonné la culture céréalière. On n'a pas abandonné la culture céréalière. En partie. En fait, c'est-à-dire, si on revient à l'histoire des politiques céréalières marocaines, il y avait le programme des 1 million d'hectares de blé tendre des années 80 qui a été lancé par feu Sa Majesté Hassan II Rahmon. Et c'est 1 million d'hectares avec tous les politiques de commercialisation et de soutien qui ont été mis autour du blé tendre. Il y avait une extension démesurée du blé tendre au détriment d'autres céréales. Et ça a eu des conséquences en termes de rotation, en termes de pratiques culturelles. Et le blé tendre, on le faisait pousser dans des zones qui ne sont pas adaptées au blé tendre. Donc maintenant, lorsqu'on revient aux céréales, on revient en fait aux fondamentaux. Il y a des zones qui sont exclusivement céréalières. Mais vu la contrainte climatique, vu la variabilité que nous sommes en train de vivre réellement aujourd'hui, nous sommes en train de s'adapter au changement climatique. Et parmi les stratégies d'adaptation, il y a cette question de semis direct, il y a le programme phare de l'irrigation de 1 million d'hectares de compléments. Aussi, ça veut dire quoi, complément? Complément, ça veut dire, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc, nous avons des zones céréalières à haut potentiel. Et, quelques exemples, par exemple? Par exemple, la plaine de Chaouia, Brachid, c'est une zone où on peut réaliser avec une moyenne plus de 60-50 quintaux à l'hectare, avec toute la technologie, la semence, le progrès génétique qui est fait. La région de Fas-Seis, Meknès, on peut avoir des rendements de 60, de 50, c'est énorme. La région de Zahir, à Khmissat, le Gharb aussi. Donc, il y a un potentiel, mais vu cette variabilité climatique, on peut avoir, par exemple, 200 mm, mais avec des pointes de pluviométrie, mais aussi des déficits dans certaines périodes du cycle qui sont critiques pour la plante. Là, l'irrigation de complément peut jouer un rôle important. Ça veut dire qu'il te reste 50 mm, on peut l'apporter. C'est ça l'irrigation de complément pour réussir la campagne. Et là, on parle d'1 million d'hectares. 1 million d'hectares, c'est une ambition. C'est-à-dire qu'il faut l'équiper, il faut... voilà. C'est pour ça qu'on parle d'à l'horizon 2030. Exact. Donc ça va se faire graduellement. Graduellement, effectivement. Peut-être un commentaire justement sur ce retour vers les céréales, professeur Streri. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Moi, ça fait 20 ans que je dis qu'on était allé sur un modèle agricole, à mon avis, un peu trop artificiel, l'arboriculture. On a encouragé de l'arboriculture
dans des endroits parfois qui ne s'y prêtent pas. Et on a vu les conséquences. L'achèvement des nappes, ça a commencé par le Souss Massa, c'est remonté du côté de Melouia, et puis aujourd'hui, on voit la crise de la production de l'huile d'olive, en grande partie, s'explique aussi par ça, y compris dans le CES, des pompages. Vous êtes obligé de pomper à des profondeurs de plus en plus importantes, des volumes d'eau de plus en plus importants. On a substitué une agriculture exclusivement pluviale, les céréales et l'élevage adossé aux céréales. C'est important d'en parler. Nous allons y venir. Et d'ailleurs, l'élevage aujourd'hui est en grande souffrance, et je me permets de le dire sur ce plateau, et on pourra en discuter. Donc on a substitué cette agriculture par l'arboriculture au prétexte qu'elle valorise mieux l'eau. D'abord, parfois de l'eau non renouvelable, on l'a vu, les nappes se sont asséchées. Et deuxièmement, il y a tout l'aléa économique. Vous n'arrivez pas à exporter parce que vous avez des compétiteurs. Je parle notamment des agrumes. Parfois, on s'est retrouvé dans des situations où les agrumiculteurs n'arrivaient pas à être compétitifs sur le marché mondial. Pourquoi vous dites que la situation de l'élevage est critique? Tant qu'on y est, on en parle. 2 années consécutives de sécheresse, l'inflation qui a fait flamber les prix des aliments de bétail. Moi, je peux vous donner un cas d'école. C'est la filière lait. La filière lait que je connais très bien, c'est ma spécialité première. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver les vaches laitières. Moi, je connais de grands élevages qui ont dû décapitaliser, parfois même arrêter l'activité. Et je peux vous garantir que quand vous prenez les objectifs affichés par le plan Maroc Vert, qui était de tripler presque la production, passer de 1,8 milliard à 4,5 milliards, allez voir mètres cubes de lait? Non, de litres de lait. De litres de lait. De litres de lait, 1,8 en 2008, passé à 4,5, chiffre officiel annoncé. Aujourd'hui, on est péniblement à 2, avec, il faut le dire, un argent important, des subventions qui ont été mises sur la table et qui, malheureusement, on ne les retrouve plus. Alors, nous allons bien sûr faire répondre le droit de réponse, mais avant, parce que vous avez évoqué aussi la filière des olives, et il se trouve que vous êtes président de la Comader, mais vous êtes aussi président de la Fédération interprofessionnelle marocaine de l'olive. Bref, vous êtes Monsieur Olive. Si je puis me permettre cela. Est-ce que, d'abord un commentaire, ou peut-être un commentaire par rapport à l'état aujourd'hui de cette filière de l'olive, et surtout que nous avons appris qu'il y a suspension de l'exportation de l'olive pour ne pas impacter le prix qui aujourd'hui est autour de toujours 90 dirhams le litre, entre 80 et 85 dirhams le litre. Oui, plus ou moins, oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins 10 dirhams, plus ou moins. Plus ou moins 10 dirhams, plus ou moins. Non, ça dépend. D'accord. Il y a beaucoup de Pourquoi facteurs qui en rentrent. est-on arrivé là? Écoutez, on n'est pas les seuls. Il y a le changement climatique, déjà. En premier changement climatique qui a touché le monde entier. Et on se retrouve aujourd'hui, je vais vous dire, juste au mois d'avril l'année dernière, on a eu pendant 4 jours une température à un certain moment dans des endroits de production, c'est-à-dire entre Marrakech et Beni Mellal et Saïs. Avec ces 3 régions, nous sommes à quelque chose comme 80% pratiquement de la production nationale. Avec ces 3 régions, on a eu des pics pendant 4 jours qui ont dépassé les 40 degrés. Alors toute la floraison est partie. Et ça, c'est ce qui s'est passé exactement la même chose chez nos voisins. Et avec ce changement climatique, on peut irriguer, on peut trouver de l'eau pour irriguer, mais on n'a rien à faire contre une chaleur qui arrive dans des périodes où c'est impossible. Quelque chose au mois d'avril, avoir du 40, ça n'a jamais été, on n'a jamais vu ça. Malheureusement, on peut dire qu'on a perdu plus de 50% de la production mondiale d'olives en cette période-là. Alors, bien sûr, ça se répercute automatiquement sur la production d'olives partout dans le monde. Il faut citer l'exemple que l'Espagne fait 50% de la production mondiale d'huile d'olive, avec 1 500 000 tonnes d'huile d'olive annuellement. Donc, elle fait 50%. Cette année, elle ne dépassera pas les 600 000 tonnes maximum. Donc, il y a une chute de plus de 70%. L'huile d'olive en Espagne aujourd'hui, elle est entre 12 à 15 euros en détail. Et dans les marchés de gros, il est aux alentours de 8 euros, 8,50 euros le litre. Donc, c'est des prix qui sont... Pour vous dire que l'année dernière, en Espagne, il était à 4,50 euros. Il a pratiquement doublé depuis une année. Et c'est le même cas qu'on trouve en Italie, en France, partout dans le monde. Donc aujourd'hui, ça devient une denrée rare, ça devient un produit qui est très demandé. Très demandé, ça coûte très cher en plus, même pour la production. C'est-à-dire, pourquoi ça coûte cher? C'est la meilleure exploitation n'a produit que 50% maximum, alors que les charges sont restées les mêmes. La meilleure exploitation en vendant au prix de 90 dirhams ne va pas s'en sortir. Parce qu'on a le chiffre d'affaires, la quantité a baissé énormément et on ne peut pas compenser, même avec ces prix-là, il ne va pas compenser la perte qu'on a subie.
Et donc, il y a le changement climatique qu'on a subi. Il y a les intrants qui sont donnés très chers. Il y a il y a de nouvelles subventions en ce qui concerne les intrants qui ont été annoncées par le ministère. Quand on parle d'intrants, il y a deux taux. On parle d'intrants, c'est la main-d'œuvre aussi. Vous savez, on emploie juste au niveau d'Olivier, c'est 50 millions d'emplois par an. 50 millions de jours d'emploi. Ah, de jours, voilà. 50 millions. Voilà, ça dépasse la population marocaine, mais oui, 50 millions de jours. De jours d'emploi, rien quand c'est donc avec les augmentations de SMAG, il n'y a pas que le SMAG, parce que au niveau de l'agriculture, on travaille surtout à la tâche. Quand on a une baisse de production sur un arbre, on a l'habitude, par exemple, de faire la récolte, nous revient à quelque chose comme 1 dirham le kilo. Maintenant de l'olive à l'olive. Maintenant, quand on a une baisse de produits, on arrive à 1 dirham 70, voire 2 dirhams le kilo. Ça, c'est rien que le coût de la récolte. Donc, tous ces intrants-là, le prix a augmenté. Ça a augmenté au niveau mondial. C'est pour ça que le ministère, et ça je peux le dire, c'est à notre demande que ça a été fait d'ailleurs, pour bloquer les prix, pour bloquer les exportations. Aujourd'hui, on bloque les exportations pour essayer d'avoir un peu plus de produits pour le Maroc, et on essaye de diminuer le prix. Maintenant, les prix que vous avez parlé tout à l'heure, on parle à quel prix exactement? Le prix ne doit pas dépasser réellement les 80-85 dirhams. C'est le vrai prix. Aujourd'hui, on entend des 100 dirhams, 110 dirhams. Ce que je demande, c'est que les gens patientent. Ce n'est pas le moment d'acheter et ce n'est pas le moment de triturer. Aujourd'hui, quand on triture un fruit, aujourd'hui, nous sommes sur des rendements de 10, maximum 12%, alors qu'on attend dans un mois, on va être aux alentours de 18% facilement. Très bien. Alors, vous avez parlé des prix. Vous voulez peut-être répondre sur la question de l'élevage et du plan Maroc Vert avant de passer au pouvoir d'achat? Bien sûr. C'est une question c'est un débat. On l'a eu plusieurs fois avec vous sur ce plateau aussi, sur la question du modèle agricole. Le modèle agricole, c'est un choix de politique. Et il mérite vraiment un débat. On est prêt à venir sur ce plateau et lui consacrer un temps suffisant pour le discuter. La question de l'arboriculture fruitière et des céréales, c'est une question très ancienne aussi. C'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut rester avec une agriculture à très faible productivité, qui cultive la pauvreté, une agriculture où la productivité du travail est très faible, ou une agriculture où l'agriculteur peut tirer un revenu de sa terre? Un agriculteur qui peut améliorer ses revenus, ses conditions de vie en milieu rural. Ça, en travaillant à la tâche. Non. Et quand il n'y a pas de pluie, il ne travaille pas. Donc comment on améliore ça? Est-ce que vous pensez qu'on a créé plus d'emplois avec ces choix que vous avez dit, cette politique-là? Bien sûr, on a créé plus d'emplois, on a créé la productivité de travail qui est essentielle au développement et à la transformation du secteur agricole. Aujourd'hui, si je reste dans les céréales, je vais faire le raisonnement contraire. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de l'arboriculture et je reste dans les céréales. S'il y a une sécheresse, c'est une catastrophe pour le milieu rural. C'est une catastrophe. Et on l'a vécu, et le professeur Sraïl le sait aussi, dans les années 80, on était obligé d'ouvrir les chantiers, de trouver du travail pour les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus déjà de main-d'œuvre parce que on est plus sur le secteur qui faisait travailler 44% ou 42% de la main-d'œuvre. Et l'arboriculture, c'est une des solutions qui permettent d'améliorer le revenu et d'améliorer la résilience du secteur agricole. Malheureusement, il y a une conjoncture climatique difficile dans tout le pourtour méditerranéen, pas uniquement au Maroc. Et c'est elle qui fait que nos réservoirs sont à des niveaux très bas, il y a une faible pluviométrie. Et donc, fatalement, il y a des problèmes pour l'arboriculture. Mais le choix, en tant que modèle de développement et de croissance, a donné ses résultats. Je le dis, je le répète, en termes d'emploi, en termes de productivité. Combien d'emplois ont été créés? Enfin, si on devait faire un ratio entre les emplois qui ont été créés et les emplois qui ont été détruits à cause notamment de la sécheresse. Quand je dis détruits, c'est parce que les emplois sont créés par campagne, n'est-ce pas? La sécheresse détruit toujours des emplois, c'est normal. Là, donc, bien sûr, c'est pour ça que je dis. Les statistiques. Bon, la sécheresse peut détruire facilement 200 000 ou 150 000 emplois, facilement. C'est ce qui est publié par le Haut Commissariat au plan. Mais la question de la destruction de l'emploi dans le secteur agricole, il est à discuter aussi parce que de quoi on parle? C'est très important. L'agriculture, on parle beaucoup plus dans la littérature économique de sous-emploi
plus que de charbon. Beaucoup de travailleurs sont sous-employés. Avec le plan Maroc vert, avec tout ce qu'on a fait en termes d'investissement dans le secteur agricole, il y a eu plus de travail pour les travailleurs agricoles et donc plus de revenus. Ça, c'est une certitude. Nous avons moins d'actifs au niveau du secteur agricole par rapport à la situation qui prévalait il y a 12 ans ou 15 ans. Donc, il y a une transformation du secteur agricole. C'est à l'avantage du secteur agricole, c'est à l'avantage de sa croissance et de sa compétitivité. Maintenant, sur la question du lait, le plan Maroc vert a beaucoup investi dans la filière laitière. Et on a réussi à développer, à améliorer la génétique, à améliorer la productivité laitière, à améliorer les élevages, etc. Et l'ambition au niveau du plan Maroc vert, ce n'était pas d'augmenter l'effectif, mais d'augmenter la productivité par vache. Donc la vache qui produisait par exemple 20 litres jour, il doit produire 35, etc. Donc on reste sur un effectif réduit, mais on doit augmenter la production. La crise que nous vivons depuis 4 ans ou 3 ans, il est due à des raisons autres que ceux liés à la stratégie plan Maroc vert. Au contraire, le Covid, il y avait une très faible demande sur le lait. Et donc les élevages se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Et n'importe quel éleveur qui se trouve avec une situation d'une année ou 2 ans, il ne vend pas sa production laitière, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va abandonner son activité. C'est une activité difficile. C'est une activité où si quelqu'un sort, il est difficile de revenir. Et donc, ça a commencé depuis le Covid, ça s'est détérioré avec la sécheresse, etc. Et malgré ça, nous avons mis une série de mesures importantes pour garder cette activité, garder ces éleveurs là où ils sont, pour réussir à avoir ces 2 milliards que nous produisons aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de cette nouvelle campagne, il y a les prix des intrants qui s'envolent. À l'international, vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc n'échappe pas à cette inflation mondiale. Combien coûteront les subventions qui ont été annoncées par la tutelle pour aider justement les exploitants à pallier à la cherté des intrants? Il y a une série de mesures pour la campagne agricole en général, y compris les mesures liées à la réduction, bien à l'atténuation de la cherté des intrants. Il y a tout d'abord tout ce qui est irrigation. Donc dans chaque campagne, on négocie la dotation affectée au secteur agricole. Cette année, la dotation est inférieure à ce qui a été affecté l'année dernière pour les raisons que vous savez sur les réserves en eau des barrages. Et il faut réserver une bonne partie pour l'eau potable, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Non, c'est le sujet. Si 87% de l'eau qu'on consomme au Maroc, elle va vers l'agriculture. Pas 87%. Selon le HCP, selon les chiffres du HCP. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le HCP. 87%, c'est un chiffre exagéré. C'est le Haut Commissariat au Plan qui le dit, ce n'est pas Khadija Ihsan, c'est Sil Hlimi qui l'a dit, et ce sont les statisticiens du HCP. Ces dernières années, on est très très loin de ces chiffres-là. De toute façon, on est loin de ces chiffres-là parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais en moyenne, ce qu'on nous en consomme en tant qu'usagers, c'est les 13% restants. Non, je pense que maintenant c'est l'inverse. Les 87, c'est un chiffre exagéré, tout d'abord. Deuxième chose... Pourquoi les ministères, vous n'êtes pas les seuls, tous les ministères productifs ne sont pas d'accord avec les chiffres qui sont annoncés par l'unique institut de statistique de notre pays, constitutionnel de surcroît? Pour la simple raison que 87% de la consommation, on ne va rien laisser à l'industrie, au tourisme, aux autres secteurs. Tout simplement. Les calculs sont clairs. Le secteur agricole consomme plus, c'est vrai, mais cette consommation, elle est due à sa nature. La nature biologique, pour produire une tomate, produire 1 kg d'olive ou de céréales, il faut plus d'eau. Bon, 1 kg de tomates, si mes chiffres, parce que voilà, c'est 180 litres d'eau, il faut 1000 litres d'eau, ou entre 1000 et 2000 pour produire 1 kg d'avocat. Nous y viendrons. Mais finissons déjà justement par rapport aux mesures, comme ça on sait de quoi il s'agit. Il y a cette question d'eau. La deuxième, c'est les semences. Les semences, chaque année, il y a un programme de soutien aux semences pour qu'ils soient abordables pour les agriculteurs. Nous avons subventionné pratiquement 1 million de quintaux de semences de céréales pour les agriculteurs. Ça, c'est important dans un contexte climatique très difficile parce que derrière les 1 million de quintaux, il y a tout un travail, une mécanique de précision pour réserver les superficies nécessaires à la production de cette semence. Combien? Autour de 50 000 hectares annuellement pour produire les 1 million de quintaux de semences certifiées, parlons ça, pour pouvoir assurer
les agriculteurs. Nos ambitions étaient supérieures. Il y a des années, on a atteint presque 2 millions de cantons lorsque les conditions climatiques étaient meilleures. Mais il faut absolument savoir tout le travail et tout l'effort qui est derrière les 1 million de cantons. L'agriculteur, il vient, il trouve le 1 quintal, mais pour trouver la superficie, pour mobiliser les agriculteurs, pour mettre en place tous les mécanismes pour produire la semence, ce n'est pas facile. Quand on parle des 50 000 hectares, quand on parle des 50 000 hectares, on parle de combien d'exploitations agricoles? Non, ce n'est pas beaucoup d'exploitations agricoles. 50 000 hectares de producteurs de semences. Ah, de producteurs de semences. 1200. C'est pas beaucoup. Multiplicateurs de Oui, semences. des multiplicateurs de semences. Très bien. Ceux qui produisent la semence pour la Société nationale de semences, pour qu'ils soient certifiés et vendus aux agriculteurs. Donc il y a tout un travail de précision derrière il y a un effort important. Il y a aussi la subvention qui a été annoncée dans le cadre des 10 milliards accordés au secteur agricole par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour venir en aide au secteur agricole, pour atténuer les effets de la sécheresse et de la conjoncture. La conjoncture pour ce qui est exactement la réduction des coûts. Donc, nous avons commencé par subventionner les engrais. Nous avons déjà mis sur le marché 300 000 tonnes d'engrais azotés qui sont vendus à des prix inférieurs au niveau des prix qui prévalaient avant Covid. Tout ça pour donner un signal fort aux agriculteurs que le ministère de l'Agriculture, que le gouvernement, il est aux côtés des agriculteurs, il met à leur disposition un engrais à un prix très très abordable. Et ça, c'est pour tous les agriculteurs? Pour tous les agriculteurs. Donc 300 000 tonnes, c'est suffisant pour tous les agriculteurs? Non, c'est une première tranche. Ah oui. Si les conditions climatiques seront favorables, Inch'Allah, ce qu'on espère, on va augmenter cette quantité. Il y a les budgets nécessaires pour le faire. Il y a aussi toute la subvention qu'on a donnée aux intrants de l'élevage. L'orge qui est vendue à 2 dirhams, donc il est subventionné aussi. Nous avons 18 millions de cantons prévus pour cette campagne. Ça veut dire on va mettre sur le marché, et on le met, aujourd'hui nous avons commencé avec 5 millions de cantons, tellement de quantités à guichet ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rationnement sur la quantité, ou bien il n'y a ni liste ni rien. Vous êtes un agriculteur, vous êtes inscrit sur le registre, vous pouvez venir et prendre toute la quantité dont vous avez besoin. Donc tout ça, la même chose pour l'aliment composé, pour soutenir le secteur de l'élevage laitier. Tout ça pour atténuer les effets de l'augmentation des prix des intrants et pour donner un signal, comme je dis, un signal fort aux agriculteurs pour qu'ils abordent la campagne avec assurance cette année 2023-2024. Il y a aussi d'autres mesures liées à l'assurance agricole. Pourquoi on ne ressent pas l'impact des subventions sur les prix, sur les étals? Il faut préciser une chose sur cette question, elle est importante, à mon avis. Il est posé par tout le monde. Et c'est devenu une question de débat public aussi, d'opinion publique. Pourquoi il y a les subventions, mais on ne trouve pas sur les étals. C'est une question qui est légitime quand même. Au ministère de l'Agriculture. Vous allez en convenir, CRH. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit que l'État paye de l'argent du contribuable, des subventions pour aider les exploitants agricoles, et alors qu'à la fin de la semaine, quand on va faire son marché, la tomate coûte encore 10 dirhams alors qu'elle n'est pas censée coûter 10 dirhams. Je vais vous dire une chose. 2 points importants. Premièrement, je vais dire une chose. Le coût de l'inaction aurait été encore supérieur au coût de l'action. Bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on a intervenu sur le secteur de la viande, par exemple, avec l'importation, en exonération des droits de douane et de TVA, on soutient... C'est un autre débat public, l'importation des viandes. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Combien nous avons importé de viande 8% de la quantité que nous consommons annuellement. Ça veut dire même pas un mois d'abattage dans les abattoirs officiels. C'est quoi? Sur 12 mois, ça veut dire que l'essentiel, 92% des quantités sur le marché, sont issues de la production nationale, de l'effort des agriculteurs et des éleveurs. Cette augmentation, lorsque vous allez dans les abattoirs, il y a un effort qui est fait par les agriculteurs. Et on le trouve. À la sortie d'abattoir, les viandes sont vendues à 65, 70 dirhams, 75 dirhams. Mais après, c'est le boucher. Les prix augmentent. Et donc, nous, au ministère de l'Agriculture, les mesures que nous prenons s'arrêtent jusqu'à l'abattoir. Au niveau de l'abattoir, nous avons des prix qui reflètent très très bien tout l'effort que nous avons fait en termes de subventions d'orge et en termes de subventions dans l'aliment composé. Parce que sans ces subventions, on aurait pu trouver au niveau des abattoirs des viandes qui se vendent à 90 dirhams. C'est le cas? Non, je parle au niveau des abattoirs. On ne va pas acheter chez les abattoirs, on va acheter chez le boucher. Moi, je vous parle des mesures lorsqu'on intervient sur l'amont agricole, chez les éleveurs.
les éleveurs produisent de la viande, des animaux. Mais l'aval ne vous concerne pas. Exactement, c'est le circuit de commercialisation. Il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du circuit de commercialisation. Quand même un peu. Il y a même, vous avez annoncé des mesures pour justement des mesures sanitaires, des mesures de contrôle. C'est le ministère de l'Agriculture. Oui. Avec l'ONSA, avec d'autres départements. Mais quand vous mettez un produit qui sort abattoir à 70 dirhams. Donc d'abord, que ce soit pour la viande ou pour les fruits et légumes, dès que ça sort justement de l'amont, ça ne concerne plus le ministère de l'Agriculture. Corrigez-moi, peut-être que je me trompe dans mon... Ce n'est pas dans les attributions du ministère de l'Agriculture. Vous voulez qu'on parle franchement? C'est-à-dire à la sortie de l'agriculteur, c'est la commercialisation, c'est d'autres circuits. Mais chez l'agriculteur et chez l'éleveur, le ministère de l'Agriculture, son rôle, d'ailleurs, le calcul de la valeur ajoutée du secteur agricole s'arrête sortie ferme. Donc les spéculations, c'est pas à vous de les... Non, c'est pas à nous. C'est pas à vous. Ok. C'est bien. Oui. Vous voulez commenter peut-être? Non, pas, oui. Je continue parce que nous, agriculteurs, quand même, là, on touche un petit peu, on a touché l'eau, on a touché les prix, on a touché quand même, je pense que l'agriculteur doit se défendre un petit peu dans tout ça. C'est pas, alors là, on parlait de l'eau, on parle de 87% de l'eau. Peut-être avant, ça existait, parce que la dotation, au niveau pour l'agriculture, c'est aux alentours de 4,6 milliards de mètres cubes. Donc pour vous, la HCP doit peut-être updater ces chiffres. Chose que n'a jamais aujourd'hui, on est à 900 millions, voire moins, alors qu'on a une dotation logiquement de 4,6 millions. Est-ce qu'on compte l'eau pompée dans les... Non, on part des barrages, on parle maintenant de la grande... Que représentent les barrages versus les puits? Alors maintenant, on parle de... D'abord, vous voulez vous défendre, justement, là, je vous pose la question. Que représentent les barrages vis-à-vis des puits dont on pompe l'eau souterraine, en toute anarchie? Ça, c'est le ministère qui l'a dit, même Sa Majesté l'a dit, il faut plus de contrôle. Personne n'a les vrais chiffres. Et ça, je vais vous assurer, en Donc, France, les 87%, en France, ils n'ont pas les vrais aussi, chiffres. On ne sait pas. En France, n'ont pas les vrais chiffres du pompage. Oui. Et sachant que plus de 80% des puits en France ne sont pas autorisés. Je vous dis, ça, c'est des chiffres de France. Mais ce qui nous intéresse à Sibnali, c'est le Maroc. Non, mais c'est des choses qu'on peut... Aujourd'hui, ce qu'on peut... Moi, je vais plus loin que ça. Aujourd'hui, avec les intrants qui ont été financés par le ministère, avec l'argent qui a été mis, tout ça, et vous vous attendez à des prix qui vont baisser, ça ne sera vraiment pas. Parce que là, l'eau aujourd'hui qu'on est en train de recevoir ne va pas compenser la perte qu'on est en train d'avoir sur les terrains. Parce qu'ils ont compensé. Mais il faut avoir de l'eau pour cultiver ces fruits et légumes. On n'a pas l'eau. Les barrages sont à l'arrêt, le pompage est interdit. Alors ce que vous dites, c'est qu'on ne va pas pomper pour produire de l'avocat, par exemple. On doit s'estimer... Non, attendez. On traite chose par chose. Je pense qu'on a parlé des fruits et légumes. On a parlé aujourd'hui, les exploitants ne pompent pas d'eau, même si on arrête les subventions pour l'irrigation. Le ministère l'a fait l'année dernière, mais on contourne cela et on pompe. On ne parle pas de l'ensemble des produits. Maintenant, vous me parlez d'un produit qui s'appelle l'avocat. Moi, je parle d'un produit qui est consommé... Des produits qui sont consommés par nos concitoyens toute l'année et tous les produits. C'est la tomate, c'est l'oignon, c'est les pommes de terre, tout le reste. Voilà. Sauf l'avocat. On parlera de l'avocat par la suite. Maintenant, on part du reste. Oui. Tous ces produits-là, on doit s'estimer heureux de les trouver encore sur le marché. Parce que quand on coupe, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple de prendre un arbitrage. On est heureux de les trouver, quel que soit le prix. Si la pomme de terre arrive à 15 dirhams, on va la trouver, mais pas tout le monde peut se l'acheter. Alors les prix vont baisser. Parce que déjà, il y a 3 points qu'on parle. Aujourd'hui, les subventions qui ont été mises sur la table, les résultats de ces subventions, on va les avoir maintenant. Très bien. C'est des produits qui ont été, les légumes qui ont été cultivés il y a quelques mois, on va les avoir maintenant. Les prix aujourd'hui de certains produits sont déjà en baisse, on le sent. Et maintenant, le problème, c'est ce qui va venir. Ce qui va venir, parce qu'aujourd'hui, si on coupe de l'eau, et on fait un arbitrage aujourd'hui entre l'eau potable et l'eau d'irrigation, et on coupe pour favoriser l'eau c'est tout à fait normal, vous me dites, c'est tout à fait normal, mais quand même, il faut boire et manger. On ne peut pas uniquement boire. Ce qui se passe maintenant, les prix, il faut toujours comparer quelque chose qui se compare. Si on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas de terre pour cultiver, on peut faire de la pomme de terre, mais on ne fait pas de la pomme de terre avec de la pluie. De l'eau pluviale, alors qu'il n'y en a même pas. Alors il ne faut pas se demander demain pourquoi il n'y a pas de pluie. Et les prix sont élevés. Si on n'arrive pas à le faire,
si on n'a pas de l'eau pour le faire, si on n'a pas de financement très important. Aujourd'hui, pourquoi le Qu'est-ce que vous appelez financement? C'est des subventions ou là des prêts? Non, c'est financement pour le fonds de roulement pour l'agriculteur. Parce que tout à l'heure, M. Arash vous a parlé du prix à l'arrivée au bout de chaîne. Mais au bout de chaîne, aujourd'hui, l'agriculteur n'arrive jamais. Il vend sa production 2 mois, 3 mois à l'avance. À l'avance, oui. Parce qu'il n'a plus les moyens de subventionner. C'est pas normal. C'est tout à fait normal, parce qu'il sort de 4 ans de crise. Il a vendu son cheptel, qui est sa banque. Il a vendu pendant la période de Covid, pendant que les marchés étaient fermés. Il ne pouvait pas. Donc, ce que vous demandez, c'est qu'il faut ouvrir les vannes maintenant aussi pour aider davantage les agriculteurs. Ce n'est pas des aides, ce sont des crédits. Aujourd'hui, l'agriculture a exactement 3 milliards de dollars de crédits. De dollars De dollars, je parle de 30 milliards de dirhams. 30 milliards de dirhams. 30 milliards de dirhams de crédits. Tous les crédits à destination à l'agriculture représentent 30 milliards de dirhams. L'agriculture représente 16% du PIB. Le montant... 16% du PIB, je me permets juste de compléter. Quand il pleut. Quand il pleut pas, on peut baisser à 12. À 10, ça vous va? Non, si ça me va. Ah ben écoutez, si je complète ce que vous dites, parce que si vous dites 16%, là, c'est une quand c'est vraiment... On est dans les meilleures années de production, notamment. On baisse à 10 à 12. On baisse à 10 à 12. Pour le crédit total, il est de plus de 120 milliards de dollars. On doit avoir quand même plus que 3 milliards de dollars de crédit. Il n'y a pas de financement aujourd'hui destiné à l'agriculture. Il y a une seule banque qui finance l'agriculture et ne peut pas faire face à toute la demande. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, il y a les prix. D'un côté, c'est vrai, il y a l'eau, mais il faut voir que nous avons dans le rural 16 millions d'habitants. 16 millions d'habitants, on peut se permettre, si on a un problème, d'aller acheter du lait à l'extérieur, on peut acheter du blé à l'extérieur, mais il faut que ces gens-là travaillent un jour. Il faut qu'ils mangent, ces gens-là. Il y a 4 millions d'emplois, 1,5 million d'agriculteurs. Et ces gens-là, ils doivent vivre quand même. Parce qu'en parlant, on coupe l'eau, on coupe le financement, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est Arash. C'est pas lui qui a coupé l'eau. C'est pas le ministère de l'Agriculture qui a coupé l'eau, loin de là. Non, mais parce qu'on parle ici du plan Génération Green qui met l'humain au centre. C'est le cœur du débat. Le cœur du débat n'est pas... Oui, c'est l'humain. Bien sûr, si vous voulez mon avis, je le disais tout à l'heure, on a eu des ambitions agricoles qui ont dépasser nos moyens réels, et notamment la question de la ressource hydrique, moi j'y reviens, c'est important. L'idée, c'est pas de dire les céréales contre l'arboriculture. Déjà, c'est faux de voir ça comme ça. Parce qu'il y a des endroits où, de toutes les manières, quand il pleut 200 mm, il n'y a pas d'arboriculture. Regardez ce qui s'est passé dans le Souss Massa. On a voulu mettre de force des arbres dans un endroit qui est quasi aride, quasi désertique maintenant avec le changement climatique. Vous avez vu la conclusion. Les gens ont arraché des centaines d'hectares d'arbres parce qu'il n'y a plus l'eau pour les entretenir. Ce n'est pas l'arbre contre les céréales. Je vais vous donner un autre exemple, dans une zone beaucoup plus favorable, le Haut-Atlas. Parlons-en, puisqu'il y a eu l'événement tragique du séisme. Aujourd'hui, il y a une volonté de redémarrer une activité dans ces zones, ce que je comprends tout à fait. Ce sont nos concitoyens dans des régions très importantes. C'est là où on protège les territoires en aval, les plaines. Eh bien, on se rend compte que les choix de faire une arboriculture intensive, notamment le pommier, dans ces régions, a créé une tension sur l'eau dans des régions qui ne connaissaient pas ces tensions. Donc, ce n'est pas l'arboriculture contre les céréales, c'est une intelligence territoriale et de réfléchir, innover. Je vais me permettre de citer Feu Paul Pascon qui disait « Le problème du Maroc, c'est le calcage des modèles et l'absence d'innovation ». On en est là aujourd'hui. Et surtout, dans une période où il va falloir innover par rapport aux défis que pose le changement climatique, des défis majeurs. Et je pense que les céréales, ce n'est pas la pauvreté, mais les céréales pour assurer la subsistance, pas de tous les ruraux. Parce qu'il faut y être clair. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme climat, continue à dire que l'agriculture, c'est l'économie la locomotive de l'économie. Moi, je pense que c'est une ambition trop démesurée. Et il faut penser à ce que, dans le monde rural, les gens aient autre chose, d'autres alternatives, l'école avec E majuscule, la formation, la valorisation des produits, je suis un peu sûr. Oui, on parle aujourd'hui d'une classe moyenne rurale. La classe moyenne rurale ne veut pas dire une classe moyenne agricole. Je vous laisse peut-être finir avant de donner la parole au secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Pour moi, d'abord, la valeur d'un produit ne s'arrête pas à la sortie de la ferme. Le lait étant le plus bel exemple. Quand vous l'amenez à l'usine, quand vous le transformez, quand vous faites du fromage, du beurre, vous augmentez de la valeur et c'est pourtant toujours du lait. À mon avis,
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ont été mises en place les interprofessions. C'est pour ajouter de la valeur tout le long des chaînes. Je suis un peu surpris qu'on nous dise qu'aujourd'hui, pour l'agriculture, c'est au départ de la ferme, ce n'est plus la valeur. Donc du coup, l'agro-industrie Ah non, elle est en plein dépend du ministère de l'Industrie, elle est en peut-être. plein dans les interprofessions, et je pense que c'est... Et dans ces interprofessions, les agriculteurs ont bien sûr, heureusement, un mot à dire pour toutes les filières. C'est arrache. Beaucoup de points à répondre. Oui, bien sûr, Donc, le débat est toujours intéressant. Je n'ai pas dit que d'ailleurs, le ministère, dans le plan Maroc Vert avec la stratégie Nation Green, nous avons privilégié l'approche chaîne de valeur. De la fourche à la fourchette, comme on dit. Je n'ai pas dit que l'agriculture s'arrête au niveau de la ferme. J'ai dit que les effets des subventions que nous donnons, par exemple, est-ce que le ministère de l'Agriculture peut donner une subvention à la consommation? Non, ce n'est pas notre travail. Une subvention qui va aux agriculteurs doit avoir ses effets sur le produit agricole lui-même. Quand il sort de la ferme. Quand il sort de la ferme. Là, quand il sort de la ferme, Nuance. j'ai un produit. Je subventionne l'agriculteur pour produire un produit, le rendre disponible à un prix abordable. Maintenant, après la ferme, il y a d'autres intervenants. C'est ça l'idée. La chaîne de valeur. Ils ne font pas partie de la chaîne de valeur agricole. Ils font partie de la chaîne de valeur, de la chaîne de valeur du produit. Ils font partie, bien sûr, mais il y a d'autres intervenants. C'est ça l'idée. Parce que le professeur Sraï, lorsqu'il parle de la chaîne de valeur, il faut parler aussi des acteurs de la chaîne de valeur. Tous les acteurs. Il n'y a pas uniquement le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture agit depuis la production jusqu'à la sortie de la ferme. Bien sûr, il travaille en partenariat avec les autres secteurs sur l'agroalimentaire, sur la transformation, mais il y a d'autres acteurs, de l'industrie, le commerce, la réglementation des marchés intérieurs, il y a beaucoup de choses. Mais vous travaillez, oui, mais il y a une convergence quand même entre ces départements. Mais bien sûr, il y a une convergence, mais lorsque... C'est-à-dire, on ne va pas dire non, c'est pas à moi, c'est à toi. Enfin... Non, c'est pas ça. On travaille en bonne intelligence, mais lorsque je donne une subvention à l'amont agricole, notre souhait, c'est d'apparaître sur les étalages, mais à partir le jour où il sort de la ferme, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de commerce qui est mal organisé, il y a beaucoup d'informels, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, est-ce que le ministère de l'Agriculture, c'est ça ce que je dis, est-ce que dans ses attributions, il doit aller aussi intervenir au niveau de c'est pour ça qu'il y a les marchés de gros, il y a des projets déjà des marchés de gros, etc., qui devraient normalement... peut-être instaurer une certaine formalité dans cette chaîne de valeur, dans ces circuits de distribution. Et cela relève de la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Non, pas du ministère de l'Agriculture. Mais c'est vous qui annoncez les marchés de gros. Et, les marchés de gros, il y a des budgets qui sont... Les marchés de gros, ils relèvent par la loi des communes territoriales. Oui. Donc le ministère de l'Agriculture n'a rien à voir. Non, il a beaucoup de choses à faire, mais il a travaillé, c'est pour cela dans le cadre de la chaîne de valeur, qu'il travaille avec l'ensemble des acteurs pour améliorer l'efficience des chaînes de valeur. Moi, aujourd'hui, le débat n'est pas là. Juste un point, revenir sur la question des céréales avec l'arboriculture, je pense que il dit que ce n'est pas l'arboriculture contre les céréales. Je suis d'accord. Mais là, on nous parle de modèle agricole alternatif. Dites-nous quel est ce modèle agricole alternatif. Est-ce que lorsque je dis, si on garde le secteur agricole dans les céréales, c'est de la pauvreté, je sais ce que je dis. Donc, donnez-moi une autre alternative. C'est vrai que ce qu'a dit M. Paul Pascan sur l'innovation, il est vrai, mais innovant. Alors, ce que vous proposez, est-ce que vous avez une proposition ? Tout le monde dit, même dans les rapports des institutions au Maroc, on lit il faut il faut changer de modèle agricole. Eh bien, proposez-nous quelque chose. C'est ça le problème. Il n'y a aucune proposition. C'est ça le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas de proposition ou il n'y a pas de proposition qui répondent aux aspirations de la tutelle? Non. Je voudrais juste revenir avec vous vite sur ce rapport de la direction des études et des prévisions financières sur le plan Maroc Vert. Le système de soutien public devrait être assujetti à des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation pour en apprécier l'efficience et l'efficacité et permettre par ricochet d'opérer en permanence les ajustements qui s'imposent. Est-ce que cela a été pris en compte dans Génération Green, qui est, rappelons-le,
déjà en vigueur depuis 3 ans. Non, la question de suivi. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des ajustements qui se font selon la conjoncture, les aléas climatiques, etc. C'est une pratique qui est adossée à la stratégie depuis le plan Maroc Vert. C'est-à-dire que nous avons une stratégie qui est mise en place. Il y a à côté des organes de gouvernance et de suivi de la stratégie. Il y a des évaluations à mi-parcours, on l'a fait en 2014. Au niveau du ministère? Bien sûr, au niveau du ministère, avec l'ensemble des acteurs, avec les interprofessions, avec les experts. Et puis, à partir de 2014, bien sûr, il y a des ajustements qui sont faits. Nous avons fait l'évaluation du plan Maroc Vert avec les interprofessions, ce qui a été présenté, négocié, discuté, etc. Et sur la base de ces évaluations, qui ont été présentées, sur la base d'évaluation des organismes d'évaluation aussi, la Cour des comptes, le ACP, etc. Il y a beaucoup d'évaluations qui ont permis sur lesquels on s'est appuyé pour imaginer la nouvelle stratégie du secteur agricole. Ça veut dire, dans le plan Maroc Vert, il y a des succès, mais il y a des axes d'amélioration que nous avons dit. Il y a des axes d'amélioration sur la valorisation des produits, sur les marchés de gros, il y a beaucoup de choses. Et ils se sont apparus dans la stratégie. Est-ce qu'il y a des résultats aujourd'hui peut-être juste en bullet points, je sais que peut-être on doit lui consacrer une émission à part entière, mais bref, juste pour peut-être répondre à ce baromètre tout à l'heure que j'évoquais, qui disait qu'après 3 ans de son lancement, on ne voit pas de résultats du plan Génération Green. Du concret, des chiffres? Non, du concret. Il y a la question de l'eau. On continue de travailler sur la question de la maîtrise de l'eau en général. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui est fait dans l'eau depuis 2020. Et il y a l'augmentation de la superficie irriguée en goutte à goutte. Donc, on continue le programme, on poursuit l'effort d'investissement. Le goutte à goutte, c'est un choix judicieux et on le maintient, plan Maroc Vert. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a tout ce qu'on a fait dans la protection sociale des agriculteurs. Donc jusqu'à présent, nous avons inscrit au niveau de la CNSS près de 1,4 million d'agriculteurs qui sont inscrits au niveau de la CNSS. Déjà près de 400 ou 500 000 s'acquittent de leur paiement, que ce soit dans le cadre de l'AMO Tadamoun ou l'AMO libre ou de l'AMO qui existait. Donc il y a des réalisations, mais attention, c'est très prématuré on peut faire un petit bilan, mais c'est très prématuré de parler d'évaluation d'une stratégie qui vient d'être... Non, pas l'évaluation. Au bout de 3 ans, est-ce qu'il y a des résultats et vous les avez énumérés? Un dernier mot, Rachid Melali, mais il nous reste 30 secondes. Non, juste en parlant de Génération Green, je pense que Génération Green, on est sorti avec un programme qui est bien établi. Au bout de 2 ans, on a changé, on a rectifié le tir. On a un problème d'eau, on a rectifié le tir. Le meilleur exemple, c'est les 1 million d'hectares de céréales avec l'irrigation d'appoint, qui n'était même pas programmé et ça a été établi. Le tir a été fait. Il y a des ajustements qui se font. L'ajustement de la subvention des intrants, ça n'a jamais été dans l'histoire. Aujourd'hui, grâce à Sidna Insro, on a vu un événement extraordinaire subventionné pour essayer d'entrer. C'est des choses, c'est des ajustements. La politique globale est restée la même, mais il y a eu des ajustements très, très importants à l'intérieur. Très bien. C'est la bonne entente entre, en tout cas, les professionnels et le ministère. C'est une très bonne chose. Je peux me permettre de dire un dernier mot, c'est sur le goutte à goutte. On a l'impression que le goutte à goutte est présenté comme étant une technologie qui permet de faire des économies d'eau, mais dans la réalité, on ne les voit pas. La preuve, c'est que dans beaucoup de bassins où toutes les exploitations sont en goutte à goutte, les nappes ont été asséchées. Il y a des questions à se poser là-dessus. Merci. C'est des questions sur lesquelles nous allons certainement revenir. Chaque émission avec vous, on finit avec... On a encore des choses à dire. Mais malheureusement, voilà, c'est les 52 minutes de l'émission. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à l'essentiel des questions. Il n'est que le démarrage de cette campagne agricole. Nous allons faire le point et le bilan d'ici mars, Inch'Allah, 2024. Merci beaucoup et on espère être toujours dans ce même élan d'optimisme, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Seraj, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. C'est un plaisir de vous accueillir. Seraj Melali, président de la Comader, merci. Et professeur Strairi, merci pour l'ensemble de vos éclairages et vos interpellations. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.